Eh bien, l'alerte est activée là-bas en Iran, après ces explosions qui se produisent à différents endroits. Cette fois-ci, eh bien, nous signalons qu'il y a plusieurs explosions, dont une qui se produit à Téhéran, apparemment dans une installation souterraine. Il y aurait eu donc une forte explosion qui a été vue à des kilomètres de distance. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi d'autres explosions. Eh bien, nous allons maintenant discuter en détail de ce qui se passe. Merci beaucoup de nous accompagner en direct. Regardez, nous allons nous approcher de la première zone d'où l'on voit cette explosion. Cette explosion aurait eu lieu dans cette zone de la capitale, à Téhéran selon les rapports. D'après ce que l'on sait, cette fumée, ce feu viendrait en dessous terre, c'est-à-dire c'est une explosion d'une installation qui serait souterraine. Un autre point qui attire également l'attention est cette autre zone où une explosion aurait eu lieu à Shiraz. Une autre explosion se serait produite un peu plus au sud, là-bas en Iran. On peut aussi l'observer. Est-ce celle-ci ? Regardons l'image de l'explosion. Nous reviendrons tout de suite à ce qui a été observé. Est-ce cette explosion ? D'après les rapports, on aurait entendu des coups de feu. On aurait aussi entendu une explosion en arrière-plan. Cela a eu lieu dans une zone montagneuse de Shiraz, au sud de l'Iran. Cela fait déjà plusieurs jours que des explosions sont signalées. Il y a des jours sans aucune explosion, et d'autres où plusieurs explosions se produisent en une seule journée. La semaine dernière, il y a eu un jour où 8 explosions distinctes ont eu lieu dans 8 endroits différents. Cette fois-ci, elles ont été signalées dans 8 villes différentes. Maintenant, cette fois, c'est à Shiraz, principalement dans la zone montagneuse. Mais des images de cette explosion commencent aussi à apparaître, où sous plusieurs angles, on a pu observer comment cette explosion s'est produite. Là, nous le voyons, ce serait l'origine. C'est celle de Téhéran, ce n'est pas une province collée à la capitale, c'est une partie de la province de la capitale de Téhéran, mais cette zone s'appelle Chariar. Écoutons. Il se passe quelque chose là-bas, en Iran, d'après ce que vous avez commenté. Eh bien, c'est curieux, parce que c'est collé à des zones résidentielles, à des immeubles en périphérie, disons, de la capitale Téhéran. D'après ce qu'on observe, les explosions ont surpris. On a ressenti une série de vibrations avant l'explosion, puis l'explosion est survenue. Il n'est pas clair si l'explosion provient d'un sabotage interne ou d'un sabotage orchestré par les services de renseignement d'un autre pays. On ne penserait pas aux États-Unis, à Israël, etc. Mais la vérité, c'est que ce genre de sujet, ce genre de situation, disons, ne sont pas confirmés. Bien sûr, sauf en cas de rapport de renseignement. En tout cas, parfois, il y a quelques commentaires ou rumeurs qui filtrent, disons, mais ce n'est pas le but, n'est-ce pas, le sujet reste le sujet. C'est donc avoir la certitude de ce qui se passe exactement, et encore moins quand quelque chose coïncide. Bien souvent, quand tu vois que ce n'est pas une explosion, l'une de ces nombreuses situations où les mois passent et il ne se passe rien. Non, oh non, c'est une période de 2 semaines, 2-3 semaines, pendant lesquelles on a signalé des explosions, eh bien, fortes, pas des explosions, mais bon, qui se produisent. En plus, dans des zones militaires, cette fois-ci, cela a aussi été signalé dans cette zone. Des entrepôts, des munitions et du carburant militaire auraient explosé dans la ville de Shahryar, province de Téhéran. Alors on se demande comment des munitions peuvent exploser, comment du carburant peut-il exploser ? Évidemment, eh bien cela aussi. On ne peut pas penser que c'est une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, définitivement pas. Donc maintenant, qui l'a provoqué ? C'est la grande question. Non, ici on pourrait penser à des gens à l'intérieur même du régime, c'est-à-dire qu'il y a des divisions au sein du régime. Une partie de la population qui serait aussi, eh bien, en train de faire un mouvement, déjà plus de rébellion, non, aussi. C'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter, non. Le fait est que dans cette zone, eh bien, on n'a pas mentionné s'il y a des blessés, on n'a pas mentionné s'il y a des morts. Simplement, eh bien, cela a été signalé. On a vu ces images, surtout à travers des comptes de renseignement qui ont commenté cela, et cela aussi nous fait réfléchir. C'est-à-dire qu'elles arrivent d'abord par le biais du renseignement, et non par les réseaux iraniens ou les médias iraniens, mais qu'elles viennent par le renseignement. D'abord, cela nous fait penser qu'il s'agit d'une affaire qui provient d'un service de renseignement international.
C'est ce qui nous fait penser qu'il y a ici un mouvement qui précède le moment où une guerre va éclater ou le moment où elle va se produire. Il y a deux médias, The Times of Israel et Daaxios, qui affirment que des informations et des sources internes des États-Unis alertent qu'une guerre pourrait éclater ce week-end, au plus tard dans 2 ou 3 semaines, mais tout indique que le conflit pourrait commencer ce week-end. Tout est en place. Cela, comme mentionné plus tôt, un mouvement de dépit a eu lieu. Depuis hier, le premier déploiement massif d'avions a été observé. Aujourd'hui, nous avons encore vu plus d'informations à ce sujet où l'on observe des mouvements d'avions qui transportent du carburant et les avions qui apportent du carburant. Ces ravitailleurs, non, eh bien non, ils ne viennent pas seuls, ils sont normalement accompagnés. Et ce ne sont rien d'autre que ces G, F-35, F-16, tous ces types d'avions. Ils éteignent le transpondeur et volent là, à côté de ces ravitailleurs qui leur fournissent du carburant. Cela signifie-t-il que tout est déjà sur la table ? Curieusement, nous voyons aussi des mouvements de la Russie, nous voyons des mouvements de l'Iran, mais allons à ce qui est en train de se passer. Des responsables iraniens, en ce moment, en privé également, donnent des informations différentes de ce qu'ils disent publiquement. En privé, ils admettent que les divergences avec Washington pourraient être insurmontables. Allons, la crainte est qu'il n'y en ait plus. Il n'y a plus de marge pour la diplomatie, il n'y a plus de marge pour négocier. Cette marge n'existe pas. Publiquement, ils parlent de progrès, mais en interne, ils accélèrent les plans de défense, de réorganisation militaire. Ils ont mené un exercice dans tout le détroit d'Ormuz, n'est-ce pas ? Ils ont fait deux exercices. En fait, il y a déjà eu 2 exercices ici, lors duquel tous les pétroliers ont été bloqués pendant des heures. Puis la zone s'est libérée. Non, et on passe à autre chose. Mais c'est un premier signe. En allant à Gilarijan, le chef du Conseil de sécurité nationale iranien a assuré que l'Iran ne cherche pas, selon eux, la guerre, mais ils sont prêts, affirme-t-il. Washington a déjà mobilisé 2 porte-avions, des navires de guerre, des avions et des sous-marins. Eh bien, tout est tout. Et de ce que l'on sait et de ce que l'on ne sait pas, évidemment, on ne fait qu'imaginer, rien de plus. Le corps des gardiens de la révolution islamique a décentralisé le commandement militaire afin de garantir une réponse même si la chaîne principale est attaquée. C'est-à-dire l'ordre a été donné en supposant que les chefs, les dirigeants des gardiens de la révolution soient attaqués. Chaque nœud, chaque secteur des gardiens de la révolution pourrait fonctionner de manière individuelle, sans avoir besoin d'ordre venant d'en haut. Ça a été l'une des plus grandes erreurs commises lors des guerres précédentes, par exemple la guerre entre l'Égypte et Israël, il y a des décennies. Ce n'était pas le problème. Ils ont attaqué les bases pour les Égyptiens, sans viser les chefs. Les soldats, sans ordre, restaient inactifs. Et la guerre s'est terminée très rapidement, une guerre qui aurait pu durer plus longtemps cette fois-ci. Ce que font les Iraniens, c'est bien s'il y a quelques chefs qui restent à l'écart ou si soudainement les communications sont perdues à cause de la guerre électronique. Ces militaires des gardiens de la Révolution pourront prendre des décisions sans avoir nécessairement à recevoir l'ordre direct de leurs supérieurs. On ne va pas dire non. Comment vas-tu, José Dominguez ? Au fait, Élisée, comment vas-tu, Patrie Monsalve ? Comment vas-tu ? Merci beaucoup de nous accompagner, aussi Patria Brolis, comment vas-tu ? Salutations du Mexique, super, un grand salut, comment vas-tu Patricia ? Très bonjour aussi à Fidèle et à toute la communauté qui arrive, écoutez, laissez votre commentaire, merci beaucoup de nous accompagner. Allons donc à plusieurs sujets importants. Si vous mettez un like, je ne vais pas me fâcher, n'est-ce pas ? Ce serait super, merci beaucoup pour ça, écoutez. Un autre sujet aussi, disons, de tout ce qui se passe. Ali Khamenei a affirmé hier en gros qu'ils avaient une arme soi-disant capable de couler les porte-avions. Il dit ceci. Imaginez-vous une décision de ce genre, c'est-à-dire qu'ils disent « Ah, ils y vont et coulent un porte-avions ». Ce qui suivrait là, ce serait vraiment, oui, définitivement la fin des ayatollahs. Non. En attendant, il y a plusieurs informations. Parce qu'ils ne sont pas d'accord pour savoir si ça va être une guerre, si ça ne le sera pas, si elle sera longue ou courte.
Les États-Unis mobilisent des porte-avions pendant que l'Iran prétend négocier son programme nucléaire, mais en réalité, il ne négocie rien. Alors que les discussions diplomatiques sur le programme nucléaire se poursuivent, on admet que les Iraniens ne veulent absolument rien négocier. Pas même une virgule, comme on dirait, non, ils ne vont pas retirer une seule virgule de leur programme nucléaire. Le déploiement des porte-avions va se poursuivre, c'est très clair, la prochaine phase ne sera plus la diplomatie. Merci. Titra Parsi, vice-président exécutif de l'Institut Kinsey pour la responsabilité Starcraft, affirme qu'une guerre en ce moment serait extrêmement dangereuse dans la région. Parsi avertit que les deux parties pensent qu'une guerre courte et intense pourrait renforcer leur position à la table des négociations. Mais cette logique d'escalade pour négocier augmente également le risque d'une erreur de calcul. La présence simultanée de forces américaines et iraniennes augmente la probabilité d'incidents dépassant les prévisions des deux pays, selon cet analyste. Il avertit qu'une confrontation directe pourrait impliquer des acteurs régionaux et faire rapidement dégénérer l'affrontement. Cela pourrait dépasser les limites que l'on pensait avoir fixées. Des experts soulignent que le véritable danger n'est pas la guerre, mais la croyance que le conflit sera limité à un certain espace, à un certain temps. Ce serait l'erreur, selon eux, de croire que si leur calcul échoue, cela pourrait s'étendre à d'autres régions du monde. Avant de partir, juste pour aborder d'autres sujets, permettez-moi de vous dire qu'ils ont déjà libéré ce cinéaste en Iran. Voyons si nous pouvons l'afficher à l'écran. C'est un cinéaste iranien qui avait été arrêté récemment. Il a passé plusieurs semaines en prison là-bas en Iran. Il est le scénariste. Mahed Molmohadian a été libéré après avoir payé une caution d'environ 34 500 € après avoir été détenu pendant 17 jours. Imaginez-vous, il avait été arrêté après avoir signé un manifeste accusant directement le guide suprême, Ali Khamenei, d'avoir autorisé la répression violente contre les manifestants. Le document dénonçait des assassinats massifs et systématiques de citoyens lors des manifestations qui ont éclaté vers la fin du mois de décembre. Eh bien, il a déjà été libéré après des pressions internationales, après des pressions internes, c'est-à-dire allons-y, eux. Ce projet qu'ils ont réalisé a remporté un Oscar et est devenu mondialement connu. Donc c'était une figure importante là-bas en Iran et dans le monde du cinéma. Pas sur les autres sujets, parce qu'il y a un peu de tout en termes d'information. Passons à d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup à tous, vous commentez, passons à un autre sujet. Maître qui a tenté Hermosa Milana Xafer. Eh bien, c'est une partie de ce que dit Loukachenko. C'est une plainte qu'il fait au milieu de la crise russe en assurant que cette crise, la crise russe, a des effets négatifs sur les Biélorusses. Dans laquelle les prix ont explosé dans ce pays, c'est étrange que Loukachenko ose critiquer ce qui se passe dans l'économie russe. Ce n'est pas à admettre pour commencer qu'ils sont en crise dans ce pays, car c'est déjà quelque chose d'assez étrange, non? Cela s'est été rarement vu. Aujourd'hui, il y a eu, d'ailleurs, un commentaire fort de la part de l'Ukraine affirmant que la Biélorussie participe de plus en plus à la guerre dans ce pays contre les Ukrainiens. Allons-y, cela se passe comme ça a été. Maria Salude. Maria Isabelle, bonjour. Il s'agit essentiellement d'un conflit dans lequel de plus en plus de pays sont impliqués. C'est une partie du commentaire. Salutations aussi à Patrie, au fait, excellent. Comment va Rublox? Un grand salut. Voyons plusieurs détails allant dans ce sens. Il s'est passé quelque chose de très curieux aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, mais allons la regarder, nous pouvons la mettre ici. Regardez, c'est ça, nous allons la mettre ici à l'écran. Faites attention à ce qui s'est passé. Cela se passe là-bas à Genève.
Ce groupe de personnes que vous voyez là, c'est la délégation russe. Soudain, les discussions, les négociations et tout ça étaient encore déjà terminé, non? Et tout à coup, regardez ce qui se passe. Merci. Soudain, ils reviennent, la délégation russe revient et ils nous laissent passer là. Là, ils arrêtent les journalistes. Ce n'était pas attendu. Soudain, de nulle part, ils se retournent et la délégation russe revient pour parler avec la délégation ukrainienne. Dans un mouvement, disent-ils, dramatique et surprenant. Juste avant de se diriger vers l'aéroport, ils étaient déjà en train de quitter l'hôtel. Le chef de la délégation russe, Mendesiski. Soudain, de nulle part, ils prennent la décision de revenir et se réunissent à huis clos. Oui, une réunion secrète entre l'Ukraine et la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Et ils sont partis, contents, on ne les voyait pas inquiets, donc il faudra voir ce que la délégation ukrainienne dira plus tard. Mais c'était un mouvement, une rupture, pour ainsi dire, inhabituelle, non? C'est-à-dire vraiment étrange de ne pas voir ce mouvement. Pendant ce temps, il continue d'y avoir des situations compliquées, dans cette guerre. L'Ukraine aurait lancé ce tir contre une autre raffinerie, c'est à UPTA, là-bas en Russie, non? Regardez comment le drone avance, c'est un drone non piloté, n'est-ce pas? Il y en avait déjà un qui était tombé là, et en voilà un autre, à ce moment-là il tombe. D'après les rapports, cette raffinerie a été touchée. Une fois de plus, voilà la fumée qui commence à sortir de l'explosion. C'est donc une constante, ça ne s'est pas arrêté. Pendant ce temps, l'Ukraine a lancé un message qui, tôt ou tard, devait être dit, n'est-ce pas? Parce que les États-Unis ont essentiellement demandé à négocier davantage en faveur de la Russie et que les conditions des Ukrainiens ne sont pas prises en compte. Non, en tout cas, ce n'est pas une négociation. Dans ce cas, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable négociation. De ce point de vue, regardez ce que dit Zelensky, qui n'avait pas osé commenter ou critiquer les négociations qui sont en cours. Aussi aux États-Unis, n'est-ce pas? Mais le président Zelensky a qualifié d'injuste la pression publique exercée par Donald Trump pour que l'Ukraine fasse des concessions à la Russie lors des pourparlers de paix, dit-il. Les déclarations interviennent après le 3e cycle de négociations tripartites qui s'est tenu à Genève sous la médiation des États-Unis et qui s'est conclu, du moins publiquement, sans résultat concret. Ou bien n'est-il pas clair exactement ce qui s'est passé? Voici les mouvements que je vous ai montrés, mais il n'est pas clair ce qui se passe. Lors d'une interview avec Zelensky, il a affirmé qu'il n'y aurait pas de paix si cela revenait à accorder la victoire à la Russie. Le 2e jour de discussion n'a duré que 2 heures, même si le retour n'a pas eu lieu lors de cette réunion. Celle de 6 heures, aujourd'hui c'était très court et ensuite il y a eu ce retour. Il n'est pas clair s'il y aura une 3e réunion, probablement pas. Ce que dit l'Ukraine, c'est que si aucune de nos conditions n'est prise en compte, alors voilà. Quelle est la négociation? Il a déjà été démontré qu'il est incapable de se défendre et la défense peut continuer pendant une durée indéfinie. En ce sens, ce n'est pas l'idéal, mais c'est ce qui peut arriver. Nous allons ensemble, nous aussi importants, je veux juste saluer ici Patty, Lycéo, Gloria, toute la communauté qui arrive. Merci beaucoup de nous accompagner, d'être ici avec nous. Regardez l'image suivante, voyons si nous pouvons l'observer. C'est une image qui a été prise. Je ne sais pas si quelqu'un ici regarde les Jeux Olympiques d'hiver, mais il s'est passé quelque chose de très curieux. Tout à coup, un Nazgûl est entré sur la piste de ski. Non, c'est un chien-loup, non? Vous savez, parfois, ils élèvent des chiens avec des loups. Un chien-loup est entré et a traversé la ligne d'arrivée. Les 2 Olympiens, venus de nulle part, il est entré très joliment. C'est la vérité. Plus personne ne regardait les athlètes, car à leur arrivée, toutes les caméras étaient peu présentes. Il y a une prise où ils ont vraiment assuré ceux de la production de noms, dommage qu'ils ne te permettent pas de les mettre. Mais il y a une prise où le loup court, comme ça dans la neige, non? Et lui? Là, il y a les caméras installées, les rails, les drones, tout. Donc il y a une caméra qui avance au même rythme que le loup, comme ça, où on voit la scène. Non,
L'image est impressionnante, j'espère que vous pourrez la voir, elle est vraiment belle. Eh bien, ce sont des choses curieuses, non? C'est vraiment intéressant. Maintenant, un autre sujet, Webcam du Mexique, montre aussi ceci au ralenti. On peut voir, voilà, regardez, est-ce que c'est un bolide ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais c'était quelque chose de brillant. C'est passé presque en parallèle, hein? L'objet, le bolide, quoi que ce soit, est passé presque en parallèle devant la caméra. Étoile filante, bolide ou autre chose, qu'en pensez-vous? Merci de laisser un commentaire. Ce ne serait pas intéressant, suivi ou non, comme si le Popocatépetl pouvait avoir une activité très intéressante dans ce sens, non? Passons à d'autres sujets, écoutons simplement ce qui se dit par là. Loukachenko, nous avons déjà dit Loukachenko, maintenant Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères des Russes, n'est-ce pas? Écoutons ce qu'il commente, nous n'allons pas regarder. D'un seuil qui n'a pas de seuil et qui porte directement, concrètement et gravement atteinte aux intérêts légitimes de tout le peuple. Et je crois que cela, aussi banal que cela puisse paraître, c'est le culte de la personnalité. Quand une personne pense avant tout à remplir ses poches en maintenant cette image presque céleste, à conserver le pouvoir, à distribuer des postes confortables à ses proches, à organiser certains projets d'affaires clandestins et illégitimes, et aussi à se reposer, voyager sur différentes îles, là-bas, je ne sais pas, à Kapstein. Eh bien voilà, il commente quelque chose de controversé, évidemment, à propos de ce qu'il fait, parce qu'à qui fait-il référence? Il parle d'Epstein, il parle de Poutine, enfin, je veux dire, évidemment, il fait référence à tous ces sujets. Mais à un moment donné, si tu regardes l'entretien, eh bien, on dirait qu'il parle de lui-même, c'est-à-dire que ça collerait parfaitement. Aussi, s'il parlait de certains oligarques russes, y compris Poutine lui-même. Mais bon, évidemment, il est toujours critique envers les États-Unis, envers l'Europe, envers différents dirigeants ou personnages intéressants. Ce n'est pas ce qu'il apporte comme preuve dans cette interview. Après, si vous voulez, on peut discuter en détail de ce qu'il a commenté. Ce personnage qui disparaît soudainement pendant un certain temps, puis redevient très actif et revient avec ses commentaires. N'est-ce pas? C'est aussi intéressant. D'ailleurs, oui, cela attire l'attention, c'est vrai. Apparaissent ces images, des images de la même garde révolutionnaire iranienne, où il montre ce mouvement dans le détroit d'Ormuz, comme pour montrer qu'il contrôle le détroit d'Ormuz. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de variation du prix du pétrole, mais là, c'est une grande quantité, non? Il commence déjà à y avoir une hausse, hein? Il commence déjà à y avoir une hausse du pétrole. Regardez, c'est encore dans la fourchette, mais c'est déjà à la limite. C'est déjà à la limite de la fourchette maximale, disons, de ces derniers temps. Non, regardez, voici le prix du pétrole en ce moment. Et ce n'est qu'aujourd'hui que ça a augmenté. Alors, si ça dépasse cette ligne jaune, ça sort déjà de la tendance? Oui, tout à fait. Et ça veut dire qu'il se passe quelque chose à ce sujet. Passons donc à d'autres sujets également importants. Allons-y. Les États-Unis. On accuse et on donne plus d'informations sur ce qu'aurait été l'essai nucléaire réalisé en 2020. La tension continue d'augmenter sur ce sujet. Parce que d'un côté, les Chinois disent que non, qu'ils n'ont fait aucun essai, mais de plus en plus de preuves apparaissent. Cette fois-ci, même avec des images satellites, on a montré ce qui se passerait supposément dans la zone. Cette fois-ci, des images ont montré ce qui se passerait supposément. Cette fois, des images satellites. Le point est qu'il y aurait eu une production nucléaire.
Christopher Yao, sous-secrétaire adjoint des États-Unis au contrôle des armements, s'est exprimé à l'Institut Hudson, développant davantage des déclarations précédemment faites à Genève. Ils affirment que la Chine aurait utilisé une technique pour amortir les ondes sismiques, rendant ainsi la détection internationale plus difficile. Autrement dit, ils ont un système, c'est vraiment fou, non? Mais bon, ils disposent d'une sorte de système d'amortissement, attention. C'est pourquoi, pour éviter que le séisme ne soit ressenti lorsqu'ils font exploser une bombe atomique sous terre, le système s'appelle découplage. Cette technique amortit les ondes sismiques et complique la détection internationale. Elle aurait été utilisée à cette occasion par la Chine, les États-Unis et la Russie, car ils auraient, disons, eu certains accords. La Chine ne le signe pas, hein. La Chine ne signe pas le traité, ce sont la Russie et les États-Unis qui le signent. Et l'idée était que, ce que la Chine ne signe pas, c'est la question du nombre d'armes qu'elle va posséder. Mais ce avec quoi elle serait censée être d'accord, c'est de ne pas faire d'essais nucléaires, ce qui, apparemment, elle fait quand même, selon Washington, en testant des armes à faible rendement, à faible puissance, sans être détectées. Pendant que les États-Unis maintiennent une politique de zéro absolu, cela crée un désavantage stratégique pour les États-Unis. Parce que les États-Unis disent, du moins, qu'ils n'ont pas utilisé ou testé d'armes depuis environ 1996, si je ne me trompe pas. Non. Mais depuis les années 90, non. Il y a aussi le traité New START, d'ailleurs, qui est un autre traité, également. Il a expiré le 5 février. Donc, en ce moment, il n'y a pas de traité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien actuellement qui limite les pays à posséder des armes atomiques, du moins pour ces puissances. N'est-ce pas ? Le porte-parole chinois, Lin Yan, a déclaré que la Chine maintient son arsenal au minimum nécessaire et ne participe pas aux négociations tant que les États-Unis et la Russie en disposent. C'est-à-dire qu'ils ne les prennent même pas en compte parce que, il dit, regardez, la Russie a environ 5000 armes atomiques, les États-Unis en ont des milliers d'autres. Autrement dit, ils en ont énormément, non? Nous n'atteignons même pas 1000, disent les Chinois. Non, pourquoi devrions-nous signer quelque chose si nous sommes bien en dessous de vous deux, pour dire ça comme ça? À travers ce Peskov, qui est le porte-parole russe, n'est-ce pas, il ne dit pas ce qui suit. Ils affirment que ni la Russie ni la Chine n'ont effectué d'essais nucléaires. Et que, que cela n'est pas vrai, que cela n'est pas une réalité, disent-ils. Le PAN. Le Pentagone estime que la Chine a déjà dépassé les 600 ogives et qu'elle pourrait atteindre les 1000 ogives nucléaires d'ici 4 ans. 2030, n'est-ce pas? Le Center for Strategic and International Studies indique que les images satellites ne confirment pas. C'est-à-dire, on ne peut pas l'écarter, mais on ne peut pas encore le confirmer. Du moins, c'est ce que dit ce centre, cet institut. Merci. Pendant qu'ils cherchent les nouveaux équilibres, il y a ce genre de défi constant. N'est-ce pas? Passons à d'autres sujets également importants, intéressants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Remarquez que Marco Rubio, et nous vous en avions déjà parlé ici, mais il n'était pas encore possible de le confirmer. On peut maintenant le confirmer, du moins c'est ce que fait l'agence de presse F, qui confirme donc ce prétendu non-dialogue entre Marco Rubio et le petit-fils de Raúl Castro. Regardez bien, c'est tout. C'est-à-dire, d'après ce que l'on sait, il n'y a pas eu de contact secret entre le département d'État des États-Unis et le régime cubain. Marco Rubio serait en train de mener des conversations discrètes avec le petit-fils de Raúl Castro. Alors que les États-Unis intensifient la pression sur Cuba, le secrétaire d'État américain mène des conversations secrètes avec Raúl Guillermo Rodríguez Castro, le petit-fils de l'ancien dirigeant cubain. L'information a été révélée par plusieurs médias, dont Axios et d'autres encore. Rodríguez Castro est le petit-fils de Raúl Castro et, selon le rapport, il est actuellement le gardien. Il est également une figure clé au sein du cercle le plus proche du pouvoir à La Havane. Les conversations auraient eu lieu en dehors des canaux officiels du gouvernement cubain.
ce qui suggère une stratégie parallèle de Washington pour influencer directement le véritable noyau des décisions de l'île. L'administration de Donald Trump, affirme-t-il, envisage donc de négocier une sortie du régime, mais cela n'est pas encore clair. Merci. Il précise qu'il ne s'agit pas de négociations visant à parvenir à un accord, mais plutôt de discussions sur l'avenir. Ce qui est suggéré ici, du moins dans ces médias, c'est qu'une transition politique est envisagée. Merci. Il faut rappeler que le secrétaire d'État, Marco Rubio, est d'origine cubaine. Ses parents sont cubains, il est né aux États-Unis, mais ses parents sont cubains. Les conversations auraient été décrites comme étonnamment amicales, ou que, soi-disant, le département d'État et le régime cubain se parlent comme s'ils étaient de grands amis. Et étonnamment, au sein de ces conversations, on a constaté une apparente bonne entente. Disons un détail qui pourrait indiquer qu'il y a un changement de ton, au moins en interne, et qu'en coulisses, il y a un ton plus axé sur le dialogue. Maintenant, le blocus énergétique frappe très durement l'île. En ce moment même, et ça aussi, c'est un sujet qui exerce une pression maximale sur le régime. En ce moment, je n'imagine pas qu'ils voudront entamer une négociation. La position officielle des États-Unis est que le régime doit partir. C'est la position officielle de Donald Trump et de Marco Robbins. Mais ici en bas, il parle d'un dialogue, d'une transition. Cela peut durer un certain temps, pas mal de temps, comme on suppose que cela se passe là-bas au Venezuela. Passons aux commentaires. Comme dans l'état de Lycéo. Odilia, comment est l'état? Salutations Marisol, comment ça va? Comment vas-tu? Bonjour à tous, un grand salut à toute la communauté qui arrive. Lycéo Odile, je t'ai déjà salué. Mercedes, comment va l'état? Santé, merci. Au fait, à tous les membres de la chaîne, merci beaucoup pour ce soutien. Merci d'être ici avec nous, de liker, de partager. Merci beaucoup pour cela. Quand ce direct sera terminé, nous passerons automatiquement à un autre sujet, à un autre direct. Donc si vous voulez nous accompagner, préparez-vous un café, car nous avons encore un autre sujet déjà prêt. Nous irons automatiquement au direct suivant. Mais une fois qu'on discute un peu, puis le soir, on revient discuter. Et je vous attends pour le prochain rapport. Nous allons discuter de ce qui se passe dans cette situation. Autant de ce qui se passe en partie en Iran qu'il y a maintenant un mouvement entre la Russie et l'Iran. C'est vraiment fou tout ça et on n'en a pas parlé. Et aussi le déploiement massif d'avions que les États-Unis sont en train de faire. Et tout cela, nous allons le voir tout de suite un peu plus en détail, parce qu'il y a plusieurs autres sujets qui restent en suspens, dit-il. Dorian, comment vas-tu? Salut Dorian, quoi de neuf? Comment ça va? Merci beaucoup de nous accompagner, salutations aussi à Belgia. C'est incroyable ce qui se passe entre la Belgique et Ruesco, entre la Belgique et Donald Trump. Tu as suivi ça? On verra si on en parle ce soir. Entre le gouvernement belge et américain. Quelqu'un a fait une comparaison entre Donald Trump et ce personnage à la petite moustache allemand, vous savez de qui je parle. Ils ont comparé Trump avec lui. On en parlera tout à l'heure, enfin ce soir on en parlera pour l'analyser et tout ça, voir quelles sont les réactions des États-Unis, et tout ça il y aura sûrement déjà des réactions. Non. Salutations à Ruesco, salutations aussi à Eliseo, dit-il. Ils doivent se mettre à jour avec la technique économique, le commerce et aider les pays développés. Salut Eliseo, comment vas-tu? Ils doivent se bouger, carrément, hein? Qui d'autre est là, voyons? Quelqu'un qu'on n'a pas salué. Salut Garcia, comment vas-tu? Très bien, Zibar a dit. Je ne travaille pas aujourd'hui, donc je reste. Super. Isapa, alors tu restes avec nous. Un grand merci à Odilia Guzman, aussi un énorme salut à toute la communauté. Merci beaucoup d'être ici, de nous accompagner. Voilà où en est la situation, non? Entre les explosions là-bas en Iran et les exercices qui arrivent, aujourd'hui on va t'en parler, des exercices militaires qui sont sur le point d'avoir lieu là-bas. Bon, allons-y, passons à la suite, non? Passons à l'information suivante.
Véronique, comment vas-tu, Pépé? En Bolivie, le carnaval a été magnifiquement célébré, surtout à Oruro. On va bientôt chercher des images à ce sujet. Merci beaucoup, Véronique. Et donc, un grand salut, une accolade à toute la communauté. À bientôt. Eh bien, je ne vais même pas dire au revoir, parce qu'on passe déjà au direct suivant, on ne va pas aborder ce sujet, il dit. Non, rien à voir, celui-là était belliqueux, prêt et intelligent. Mais Donald Trump, comme il dit, bon point, bon point. On verra ça plus tard. Je n'ai pas bien vu comment est toute la question de la Belgique, je regarderai ça plus tard. Quelles comparaisons ont-ils faites avec ce personnage? Mais oui, n'est-ce pas? Dans ce sens, l'autre était très organisé et très belliqueux, et celui-ci est différent. Non. Plutôt un peu désorganisé, n'est-ce pas? Bon, eh bien, bon point. Salutations Mercedes à tous, on se revoit dans un instant, on y va José.